Bienvenue à cette séance de travaux dirigés qui fait partie du module de biologie cellulaire pour les étudiants de la filière SVT-S1. Alors, il s'agit de la technique d'autoradiographie qui, comme son nom l'indique, se base sur l'utilisation de marqueurs radioactifs. Cette technique se base sur l'utilisation de molécules radioactives pour l'étude du métabolisme cellulaire. Alors le métabolisme, c'est l'ensemble de réactions de synthèse et de dégradation qui se produisent à l'intérieur de la cellule. Par exemple, les réactions qui peuvent se produire, la synthèse de protéines, de glucides ou de lipides. Et grâce à l'utilisation de marqueurs, donc d'isotopes radioactifs, on peut suivre aussi bien le lieu de synthèse de ces macromolécules que leur déplacement, c'est-à-dire leur mouvement dans les différents compartiments cellulaires, ce qu'on appelle cinétique. Alors, ensuite, la radioactivité qui est émise par les molécules marquées peut être détectée. Habituellement, on peut détecter la radioactivité de façon directe. Alors, il y a deux possibilités. On peut, par exemple, utiliser un petit appareil qu'on appelle le compteur Geiger. Cet appareil, on peut le passer sur l'objet qui contient de la radioactivité et cela émet un son très fort. On peut également, dans des expériences de biologie, utiliser un appareil qu'on appelle le compteur à scintillation, dans lequel on place l'échantillon qui est susceptible de contenir de la radioactivité et on a une mesure directe de la valeur de la radioactivité qui est donnée en coups par minute. Dans la technique d'autoradiographie, la détection de la radioactivité se fait autrement, elle se fait de façon indirecte et nous allons voir dans la description des différentes étapes de cette technique comment on peut le faire. Alors, tout d'abord, quelques rappels concernant les éléments naturels comme l'hydrogène, le phosphore, le sodium, le soufre, etc. Alors, ils sont tous constitués par un noyau qui comporte des protons, des particules chargées positivement, des neutrons non chargés et en position périphérique, des particules chargées négativement, des électrons. Ce nombre d'électrons, protons et neutrons confère les propriétés physiques et chimiques de tous les éléments naturels qui sont consignés dans le tableau périodique de Mendeleev. Chaque atome est représenté par le symbole. Alors, un atome est représenté par la lettre X et on a une masse atomique A et un nombre d'électrons Z. On parle d'isotope lorsqu'il s'agit d'atomes qui ont le même numéro atomique, donc même Z, mais des masses atomiques différentes, A différents. Vous avez l'exemple du carbone naturel stable, C12, qui a deux isotopes, l'isotope lourd stable, C13, et l'isotope instable radioactif, C14. Ces isotopes radioactifs, qu'on appelle également radioisotopes, sont appelés ainsi parce qu'ils émettent des radiations.
en fait, leur noyau se désintègre en émettant des rayonnements qu'on peut détecter. Alors, il y a plusieurs sortes de radiation. Vous avez les rayonnements alpha, bêta ou gamma qui ont des caractéristiques différentes. Dans la technique d'autoradiographie et en général dans les expériences de biologie cellulaire, moléculaire ou en physiologie, on préfère utiliser l'isotope radioactif de l'hydrogène, H3, qu'on appelle tritium, le C14, le P32, le S35 ou le sodium 24. Alors, leur émission de type bêta permet en fait une meilleure analyse des résultats. Alors, quel est le principe de cette technique et en quoi cela consiste? Dans cette technique, on utilise les précurseurs du métabolisme marqués avec des isotopes radioactifs. Dans la cellule, il y a la possibilité d'avoir plusieurs voies métaboliques. La voie de synthèse des protéines, par exemple, celle des glucides, celle des acides nucléiques, etc. Donc, on doit utiliser le précurseur du métabolisme qui nous permet de suivre une voie spécifique. Alors, on utilisera donc l'élément simple qui entre dans la synthèse de cette macromolécule choisie. Donc, si on avait à étudier des protéines, on utilisera comme précurseur radioactif un acide aminé radioactif. Alors, ces éléments radioactifs seront utilisés par les cellules de la même façon que les éléments non radioactifs. La réaction se poursuivra sans altérer la cellule. Alors ensuite, l'étape finale consiste à détecter et à localiser la radioactivité et cela se fait par l'intermédiaire d'une émulsion photographique qu'on applique sur les coupes cellulaires une fois qu'on a fait la préparation de l'échantillon pour l'observation au microscope optique ou électronique. Alors, au niveau des coupes cellulaires, il y a des éléments radioactifs et au niveau de l'émulsion photographique, il y a des bromures d'argent qui se transforment sous l'effet de ces rayonnements au niveau des éléments radioactifs. Alors, les radiations, donc, transforment les bromures d'argent de l'émulsion en grains d'argent métalliques. Alors ensuite, on utilise des produits chimiques qu'on appelle révélateurs et fixateurs qui permettent de révéler la présence de grains d'argent. Et quand on observe les cellules, que ce soit au microscope optique ou électronique, on voit ces grains d'argent au niveau de structures cellulaires précises, ce qui nous indique que c'est là que s'est effectuée la synthèse de la macromolécule étudiée. Alors, nous allons commencer avec la technique in vivo, c'est-à-dire l'expérience est faite sur un organisme vivant. Alors, cette opération commence d'abord par le choix de la voie métabolique à étudier. Et en fonction de cela, on choisira le précurseur radioactif à utiliser. Alors vous avez ici toute une série de précurseurs avec les macromolécules auxquelles ils correspondent. Alors on peut utiliser pour la synthèse des polysaccharides ou glucides
des oses radioactifs, exemple le fructose, le glucose ou le galactose, etc. Pour l'ADN, on choisira la thymidine radioactive. Pour l'ARN, l'uridine radioactive. Pour les lipides, des acides gras, exemple le glycérol. Et pour les protéines, l'un des 20 acides aminés connus, la leucine ou la proline ou la valine, etc. Donc cette étape est très importante. Il faut que le précurseur soit spécifique d'une voie métabolique. Et dans ce cas-là, on commence par l'injecter à l'organisme de l'expérience et cette injection du précurseur radioactif se fait dans une période très courte et on l'appelle pulse. Et cette première injection est suivie d'une perfusion du même précurseur mais non radioactif et en plus il est à forte concentration. Cette deuxième étape s'appelle chasse parce qu'en fait on poursuit l'élément radioactif. C'est pour cela qu'on l'appelle chasse. Alors les précurseurs injectés donc radioactifs, en fait, dans la molécule utilisée, il doit y avoir un carbone remplacé par le C14 ou un hydrogène remplacé par le H3. Si on voulait faire la synthèse de protéines, on pourrait utiliser de la leucine C14 ou de la leucine tricier. Et ces éléments sont produits et peuvent être achetés dans un but expérimental. Alors l'objectif de l'opération de chasse, c'est d'éliminer le précurseur radioactif qui n'a pas été utilisé dans la synthèse. Et le couplage pulse-chasse permet en fait de suivre ce que devient la molécule radioactive. Après l'expérience pulse-chasse, l'animal est sacrifié, l'organe choisi est prélevé. En fait, cette étape est faite de manière serrée dans le temps. Pour l'étude cinétique, l'expérimentateur fixe une durée pour l'expérience. Et donc, il y aura plusieurs lots d'animaux et on fera des prélèvements suivis en fonction du temps durant toute la période de l'expérience. Cela permet en fait de savoir quel est le chemin suivi par la macromolécule après synthèse. On pourra savoir où elle est localisée au début de l'expérience et en fonction du temps durant la période de l'expérience fixée, on saura si elle est restée au même niveau de son lieu de synthèse ou si elle s'est déplacée vers d'autres compartiments cellulaires. Alors ensuite, pour tous les lots utilisés, on fera des coupes histologiques. Alors la préparation de ces coupes dépendra de l'étape finale. Est-ce qu'on va observer au microscope optique ou électronique? Et donc, le protocole expérimental de préparation des coupes ne sera pas le même. Alors ici, je vous renvoie au TD sur les méthodes d'observation de la cellule. Une fois que les coupes sont réalisées, on applique par-dessus,
par coulage une émission photographique. Alors, on a l'étape d'exposition dans laquelle on met en contact la coupe cellulaire avec l'émission photographique. Donc, durant cette période, les radiations émises par les isotopes radioactifs qui sont sur les coupes transforment les bromures d'argent de l'émission photographique en argent métallique. Dans l'étape suivante, on utilise un révélateur et un fixateur pour développer l'émission photographique et sur des photographies, on va observer le lieu où se dépose un composé noir. Là où il y a eu la transformation des bromures d'argent en argent métallique, après la révélation et la fixation, on a un composé noir visible. Donc, dans la suite des opérations, l'étude se fait sur des photographies, que ce soit des photographies obtenues après observation au microscope optique ou après observation au microscope électronique. On peut donc, au niveau des structures cellulaires, localiser le composé noir qui nous indique le lieu de synthèse de la macromolécule étudiée et ça nous permet également de compter les grains d'argent. Donc ça nous permet aussi de quantifier la radioactivité. Voici un exemple d'expérience in vivo effectuée sur un lapin. Alors, on a injecté de la thymidine tritiée à cet animal par voie intraveineuse, donc à travers une veine. On a prélevé un organe et préparé une coupe cellulaire. Alors, cette coupe cellulaire est collée sur la lame. Voilà. Sur une lame. Donc on peut voir des cellules avec leur noyau, cytoplasme et membrane plasmique. Ensuite, la coupe cellulaire est recouverte d'émulsion photographique. Donc c'est l'étape d'exposition. L'échantillon cellulaire émet des radiations et on aura une transformation des bromures d'argent, un grain d'argent métallique. Alors cette exposition, l'étape d'exposition se fait à l'obscurité parce que l'émission photographique est sensible à la lumière. Donc dans l'étape suivante, après révélation de l'émission photographique, on peut voir des grains d'argent visibles au niveau du noyau. Donc, c'est là qu'il y a synthèse de la macromolécule étudiée. Donc là, on doit faire le lien avec le précurseur utilisé. Donc, de quelle macromolécule s'agit-il ici? Puisque le précurseur utilisé est la thymidine, donc forcément la macromolécule étudiée est l'ADN. Donc ici, on a le lieu de synthèse de l'ADN. Cette expérience en fait a été faite pendant une durée de 2 à 3 heures et on a constaté que les différents prélèvements effectués au cours de cette période d'expérience permet de voir des grains d'argent au début de l'expérience et aussi à différents temps durant cette période d'expérience.
ce qui montre que l'ADN est synthétisé au niveau du noyau et il reste au niveau du noyau. Les résultats seraient différents si on avait utilisé par exemple de l'uridine tricier. Donc la macromolécule synthétisée serait différente. Ce serait plutôt de l'ARN. Et donc au début de l'expérience, on peut voir ce résultat. Donc, synthèse d'ARN au niveau du noyau. Mais par la suite, si on continue durant une période de 2 ou 3 heures, on verra que la radioactivité peut être visible, ou les grains d'argent vont être visibles au niveau du noyau, mais également au niveau du cytoplasme. Donc on saura que le lieu de synthèse de l'ARN se fait au niveau du noyau, mais qu'ensuite, il y a migration vers le cytoplasme. On peut voir sur cette diapositive le détail de l'étape d'exposition. Donc là, vous avez une coupe cellulaire. Ici, on a coulé l'émulsion sur les coupes cellulaires. Et ici, donc, l'étape d'exposition. Alors, cette étape agrandie à ce niveau permet de montrer ce qui se passe pendant cette étape d'exposition qui se fait à l'obscurité, dans l'obscurité. Donc on a les atomes radioactifs qui émettent des particules, des rayonnements de type électron, ce sont les rayonnements bêta, et donc ça permet de transformer les bromures d'argent de l'émulsion en grains d'argent métallique. Et après développement de l'émulsion, on obtient donc un dépôt noir visible. Ici, vous avez la suite de l'expérience précédente. On avait vu que les grains d'argent sont visibles au niveau du noyau. Donc, c'était une observation au microscope optique. Ici, quand on passe à l'observation au microscope électronique, on a un peu plus de détails sur la localisation. On peut voir ici les grains d'argent qui apparaissent sous forme de tortillon. Cette forme enchevêtrée s'appelle tortillon et ça indique que les grains d'argent sont localisés au niveau de la chromatine. Ici, on peut voir les nucléoles et l'enveloppe nucléaire. Donc, les tortillons observés ici indiquent bien que le lieu de synthèse de l'ADN se fait au niveau de la chromatine. Alors, nous avons vu les différentes étapes utilisées pour la technique in vivo, c'est-à-dire avec un organisme vivant et entier. Ici, dans la technique in vitro, il y a une petite variation. Alors in vitro, ça veut dire que l'organisme n'est pas entier. On prélève un échantillon, un ensemble de cellules qu'on met en culture dans une boîte de pétri et ces cellules sont maintenues en vie grâce à un milieu nutritif. Donc ce milieu nutritif, de culture, c'est là qu'on va mettre le précurseur radioactif. Donc les cellules sont incubées en présence de ce précurseur. C'est ce qui correspond à l'étape de pulse. Ensuite, après lavage, on enlève le milieu de culture qui contient le précurseur radioactif et on incube en présence du précurseur non radioactif. C'est l'étape de chasse. Ensuite, les cellules sont préparées comme pour l'autoradiographie in vivo.
Alors, j'ai trouvé sur le site de l'Académie de Créteil une vidéo qui illustre bien un exemple d'expérience in vitro. Donc, vous avez ici le lien, donc vous pourrez la regarder. Bon, vous avez ici deux exercices qui constituent une application directe de cette technique d'autoradiographie. Donc, ça vous permettra de faire le point sur les différentes étapes de cette technique. Mais vous avez également, en répondant à certaines questions, vous allez avoir l'occasion de connaître les fonctions des principaux organites de la cellule.